Bienvenue à toutes et à toutes. Heureusement que nous pouvons bénéficier de la salle des mariages parce que le thème de ce soir nous réunit vraiment en très grand nombre. Et merci à Sylvie Robin qui va intervenir sur un sujet qui vous est particulièrement cher. Je lui laisse tout de suite la parole. Bonsoir, je suis donc conservateur du patrimoine et spécialisée dans l'archéologie parisienne depuis une vingtaine d'années. Et je vais vous présenter ce soir les résultats de 3 fouilles récentes, récentes depuis 2000, 2002 et 2004, qui se sont déroulées essentiellement dans le 5e arrondissement et une dans le 6e. C'est donc un lieu très stratégique pour parler de Lutèce, puisque nous sommes ici dans la mairie. Plus fort. J'ai parlé plus fort, voilà. Ouais, on va être très, très près, voilà. Donc je vais vous présenter 3 fouilles récentes qui se sont déroulées dans le 5e arrondissement et une dans le 6e, qui se sont déroulées en 2000, 2002 et 2004. Et comme je vous le disais, nous sommes dans un lieu très stratégique pour en parler, puisque nous sommes là, sur le site de la mairie, à quelques dizaines de mètres du Forum, qui était le centre commercial, religieux et politique de la ville de Lutèce. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'était Lutèce, en commençant par cette image, qui est une image de synthèse, qui a été réalisée pour le site internet consacré à Lutèce. Donc, on peut voir ici donc, le Forum, nous nous trouvons à peu près ici. Vous avez la rue Saint-Jacques, le boulevard Saint-Michel, qui sont les 2 axes principaux nord-sud, donc les quarts d'eau. Vous avez le théâtre de la rue Racine, les arènes. Alors évidemment, ce n'est pas très très net, mais on distingue les thermes de Cluny et ici les thermes du Collège de France. Donc les fouilles dont je vais vous parler, l'une se déroule place de la Sorbonne, c'est-à-dire à peu près ici, et l'autre Sainte-Barbe, nous sommes dans ce quartier-là à peu près. Vous avez ici la Nécropole, la rue de Vaugirard, la Bièvre, le quartier de la Cité qui est construit dès le 1er siècle et un petit faubourg qui correspond au faubourg Saint-Martin sur la rive droite. On va voir après un plan. Un plan schématique de Lutèce qui vous situe peut-être plus précisément que sur la vue optique l'emplacement des fouilles. Donc la place de la Sorbonne que je vais commencer à vous décrire et le point rouge qui est ici. Donc vous avez toujours le quart d'eau qui traverse l'île de la Cité, qui traverse le faubourg Saint-Martin et 2 décumanus qui sont la rue des Écoles et le boulevard Saint-Germain. L'essentiel des fouilles qui ont été réalisées depuis une vingtaine d'années étaient principalement sur la rive sud de la montagne Sainte-Geneviève. Vous avez le sommet à peu près qui est ici. Et l'intérêt de ces 2 fouilles récentes, c'est qu'elles se sont déroulées sur le versant vers la Seine, donc sur le versant nord, donc une urbanisation un petit peu différente. Alors là, nous avons le plan schématique de Lutèce rapporté sur le cadastre. Et toujours la place de la Sorbonne qui se situe ici et le Forum. Alors voilà un petit souvenir de ce qu'est la place de la Sorbonne au moment de la fouille. Donc c'était en 2000. Le projet concernait la fontaine actuelle. Donc c'était une petite fouille puisque c'était une fouille de 140 mètres carrés qui a duré 3 mois. Mais il y a eu des résultats extrêmement intéressants pour mieux comprendre l'urbanisation et l'organisation de ce quartier. Nous étions situés exactement à côté d'un puits qui avait été fouillé en 1973 et qui correspondait à l'arrivée à l'aménagement de la fontaine. Alors, la première surprise sur la place de la Sorbonne a été de découvrir que les niveaux antiques étaient situés presque directement sous le sol actuel et nous avions sous une vingtaine de centimètres de remblai directement le 1er siècle. Ce qui sous-entend que le 2e et le 3e siècle qui étaient au-dessus devaient être au même niveau qu'actuellement, voire plus haut. Donc c'est une information intéressante puisque nous essayons de reconstituer au fur et à mesure
le profil antique de la colline, qui est sensiblement différent, comme vous allez le voir, que le profil qu'il a actuellement. Puisque nous avons ici, à 50 cm, les niveaux du premier siècle, alors que rue Valette, pour le collège Sainte-Barbe, nous avons le 1er siècle à 5 mètres sous le sol actuel. Donc une très très grande différence de dénivelé. Donc vous voyez là le trottoir, et là directement les niveaux de sol carbonisés. Alors, sur cette fouille, nous avons pu déterminer plusieurs phases d'occupation, comme le font toujours les archéologues. Nous avons une phase très précoce qui est particulièrement intéressante, puisqu'elle nous a montré des aménagements liés avec une découverte de sources. Et ce qu'on appelle la période pré- ou proto-urbaine concerne en fait toute la période antérieure à la création de la ville, c'est-à-dire la période augustéenne, entre moins 30 et plus 10. Certains font remonter les premières occupations jusqu'à moins 50, c'est ce qu'on appelle la telle finale, mais nous avons assez peu de vestiges, nous n'avons aucun vestige gaulois et très peu de mobilier de cette époque. Donc nous faisons généralement commencer le début de l'urbanisation du Tess à la période augustéenne. Alors, je vais vous présenter très rapidement les différentes phases d'occupation. Donc, la première, vous avez ici donc, le bassin et maintenant la nouvelle fontaine. Donc, la Sorbonne est ici et le boulevard Saint-Michel est là. Alors, la première occupation comprend ce qu'on appelle des trous de poteaux, des fosses et des solins. Donc, ce ne sont que des structures en creux, car elles ont toutes été arasées après par l'installation de la ville, de la vraie ville romaine. Donc, toutes ces structures en creux nous donnent quelques tessons que l'on peut dater de la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, et des fosses qui sont très intéressantes puisque ces fosses réunissent tous les détritus de l'époque et que nous avons pu recueillir beaucoup d'ossements animaux et un peu de céramique, ce qui nous permet de dater cette première occupation. Nous avons après l'établissement d'une grande place d'allées, ce qui est une grande nouveauté parce que pour cette période du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'usage de la pierre est assez rare, ce sont plutôt des constructions en torchis ou en bois. Et nous avons découvert un grand espace recouvert de grandes dalles de pierre et dans un endroit, une résurgence d'eau, donc on peut penser qu'il y avait là une source et que tout cet espace était aménagé justement autour de cette source, peut-être même peut-on y voir un lieu de culte, ou tout au moins un lieu lié à la récupération de l'eau de cette source. Par la suite, nous avons l'établissement d'une voie. Ça, c'est donc une voie qui descend vers la Seine, une voie nord-sud. Ça, c'est une découverte très intéressante, puisque c'est une voie qui est créée au 1er siècle et qui va perdurer jusqu'au 4e, avec ici deux maisons, ici et ici. Et toujours cette même rue qui est là au 1er siècle et au 2e et au 3e siècle. Donc ça, c'est un petit résumé de la fouille. Alors, pour la première occupation dont je vous ai parlé, ce n'est pas très spectaculaire puisque ce ne sont que des creux. Alors, on va s'approcher un petit peu. Donc vous voyez cette espèce de fossé qui est là, c'est ce qui correspond à une poutre sablière basse, c'est-à-dire la base d'une maison sur laquelle on faisait un petit fossé. Dans ce fossé, on posait une poutre et sur cette poutre, on élevait la maison. Donc c'est une découverte intéressante puisqu'en fait, l'axe de cette maison ne correspond pas du tout à celui que sera la ville romaine. Donc on est bien dans une période pré- ou proto-urbaine qui n'a rien à voir avec la ville gallo-romaine du 1er et du 2e siècle. Alors voilà encore des trous poteaux, des fosses et des sablières. L'installation de la ville telle qu'on la connaît au 1er siècle consiste dans un premier temps à araser tout ce qui était antérieur. Donc tous ces poteaux, toutes ces palissades, tous ces murs ont été arasés. Il y a eu une espèce de mise à niveau et par-dessus, les constructeurs du 1er siècle ont commencé à élever des maisons, à construire des rues. Donc il y a une espèce de destruction totale de tous les niveaux intérieurs et c'est ce qui constitue notre difficulté à identifier une occupation pré-romaine, une occupation gauloise.
Alors, un détail très intéressant, donc ces choses un petit peu bizarres que je vous montre, ce seront des culots de forge. Donc c'est assez rare de les trouver en place. Nous avons trouvé dans certains de ces creux, c'était des forges. Donc les forges de cette époque-là, ce sont en fait des foyers creusés dans le sol, dans lesquels on fait une activité métallurgique pour faire quelques clous ou quelques objets. Ce sont des forges qui durent assez peu de temps. Mais d'avoir cette installation ici, ça veut dire qu'il y a eu la fabrication d'éléments métalliques et qu'on peut peut-être mettre en relation avec la construction de maisons, puisque pour faire une maison, il faut des clous et il faut des éléments métalliques. Donc ces éléments, ces culots de forge ont été analysés et des analyses très, très spécifiques qui confirment qu'il y a bien eu une activité de métallurgie au 1er siècle avant Jésus-Christ à Lutèce. Pour l'instant, on ne peut pas en dire beaucoup plus, mais c'est une première découverte. Alors, autre découverte, dans toutes ces fosses détritiques dont je vous ai parlé, l'une d'elles était remplie de restes de bœuf, donc sans doute des restes de boucherie. Vous avez là des côtes et une colonne vertébrale de bœuf, donc un grand amoncellement d'animaux. Et l'archéozoologue qui a étudié ces restes a conclu à une activité de boucherie. Alors, ça c'est la deuxième phase dont je vous ai parlé. Nous avons là ce dallage. Vous voyez des grandes dalles qui recouvrent l'espace. Et comme on a trouvé sur l'autre partie de la fontaine les mêmes dalles, on en a conclu qu'il y avait un espace qui faisait au moins une cinquantaine de mètres carrés. Et dans cette partie-là, vous voyez, assez noire, c'était une partie très vaseuse, et on s'est rendu compte après qu'il y avait un fossé qui était encore très très humide, et que toute cette résurgence d'eau provenait sans doute d'une source liée à une nappe, ce qu'on appelle une nappe flottante, c'est-à-dire une nappe qui est entre deux, ça c'est une partie plutôt géologique qui échappe un petit peu, mais ce sont des nappes d'eau qui sont au milieu des sédiments. Alors là, vous avez une réflexion de cet aménagement. Là, on n'a plus des dalles, mais un empierrement. Et ceci nous prouve que cet espace a été extrêmement bien bâti et très très soigné. Donc il y avait là un lieu important, qui en plus est très central dans Lutèce, et qui correspond à une zone qui n'est pas bâtie, qui n'est pas occupée par des maisons, mais qui est sans doute une place, soit une place publique, soit une place de culte. Alors après, nous avançons un petit peu dans la chronologie et nous passons au 1er siècle. Les caractéristiques de ce site sont de nous avoir montré une grande succession d'habitations. Et vous voyez dans cette coupe, ce qu'on appelle une coupe stratigraphique, c'est-à-dire une coupe qui nous donne toutes les couches différentes observées sur le site. Chaque couleur correspond à un état de sol. Donc vous avez tout en bas la partie très très humide, faite de vases et de boue, qui recouvrait le dallage, qui correspond donc à cette espèce de marécage lié à la présence d'une source. Et après, voilà la vraie construction de la ville romaine, c'est-à-dire on arrase tout, on construit, et voilà les premiers sols des maisons. Donc ce sont des sols en argile damée, qui apparaissent jaunes ici, et vous en avez toute une série. On a repéré 8 états de construction successifs. Et toutes les parties qui sont rouges, ce sont donc des sols d'argile qui ont brûlé. Et en brûlant, ils deviennent comme de la terre cuite, comme des tuiles, et ils prennent cet aspect rouge très très foncé. Vous avez ici un autre sol qui a brûlé, et là qui a viré au noir. Vous avez 1, 2, 3, enfin, on ne les distingue pas tous, mais il y en a une grande succession. Et après, vous avez les derniers sols ici, des remblais modernes, et le sol. Donc on est vraiment tout près des niveaux du 1er siècle. Alors l'une des découvertes très importantes de ce site a été la découverte d'un grenier à blé. Alors il s'agit d'un bâtiment qui ouvrait sur la rue qui descendait du forum vers la Seine, vers le nord. Et nous avons trouvé sur un sol en argile une épaisseur de plusieurs centimètres de grains carbonisés.
il s'agit de blé, de seigle, et là je vais prendre ma liste parce que... Donc il y avait du blé tendre, du blé épeautre, c'est-à-dire du blé dur, de l'orge, du seigle, des lentilles, des pois et des vesses cultivées. Les vesses cultivées, ce sont des espèces de pois qui sont donnés aujourd'hui en fourrage. Donc nous avons découvert ce grand bâtiment recouvert de grains brûlés qui correspond à un grenier. Alors nous savons que dans l'Antiquité, il y avait dans les villes des greniers, ce qu'on appelle des greniers, c'est-à-dire des lieux de stockage de grains qui servaient à la vente et à la conservation. Il y en a un qui a été fouillé il y a une quinzaine d'années à Amiens, et nous avons là un exemplaire intéressant et important puisqu'il faisait au moins 8 mètres sur 5 et on n'a pas eu les contours, donc il s'agit d'un bâtiment de grande dimension. Au milieu de ce bâtiment, il y avait un poteau central, dont on voit la trace ici, qui devait aider à soutenir la charpente. Vous voyez ici le sol qui a brûlé, qui s'est durci, et tous les clous qui sont ici, nous les avons installés de manière à prélever de manière très très précise tous les grains, pour voir si on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait une distinction entre la partie réservée au blé, au seigle, à l'orge, pour voir si la position des grains était révélatrice d'un type de stockage particulier. Alors voilà, nous avons fait un carroyage sur toute la surface. Donc la rue est ici. Donc le grenier ouvrait vraiment directement sur la rue. Et en fait, la disposition des grains n'était pas particulièrement intéressante. Et la personne la carpologue, parce que l'étude des graines et des vestiges végétaux, c'est une science qui s'appelle la carpologie, nous a dit que les grains étaient très mélangés, que le blé était l'élément dominant et que les autres grains et les autres légumineuses devaient correspondre à des stockages antérieurs. Alors voilà par exemple une des parties où on voit tous les grains carbonisés. Ça, c'était une comparaison pour une exposition qui a été faite sur cette découverte boire et manger à Lutèce. C'est de l'épeautre actuel. Alors voilà, on a voulu reconstituer un petit peu les céréales consommées à l'époque. Donc voilà, du blé tendre, de l'épeautre et du blé, de l'orge et de l'épeautre. Alors voilà pour comparaison les grains de blé qui ont été trouvés place de la Sorbonne et les grains actuels. Donc il y a une différence de taille qui s'explique par l'amélioration des techniques agricoles. Ce qui a été constaté dans ces grains, ce qui est très intéressant, c'est que le blé avait été criblé et trié. Donc il y avait eu un travail au préalable qui montrait qu'il était prêt à être vendu et consommé. Mais en même temps, il y avait les 3/4 des grains qui étaient en phase de germination et attaqués par des charançons. Donc en même temps, un stockage important, prêt à la vente, mais en même temps, des mauvaises conditions de conservation, puisque la moitié des 3/4 de la vente était assez impropre à la consommation, sauf si les grains germés étaient quand même utilisés. Là, on ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient de ces graines avariées. Alors, je vous ai remis le plan des phases. On est dans cette partie-là. Vous avez donc la voie qui descend avec le trottoir et ici le grenier avec le pilier. Et la découverte intéressante, c'est que à côté du grenier, il y avait un bâtiment qu'on a identifié comme une boulangerie, puisqu'il y avait sur la façade, sur la rue, 3 fours, ce qu'on appelle des fours domestiques, qui avaient été conservés. Et nous avons imaginé que ces fours, d'après leur position et leur quantité, puisque 3 fours en batterie, c'est beaucoup trop pour une habitation ordinaire, et leur situation sur la rue, alors que d'habitude dans une maison, les fours sont soit au centre, soit sur le mur opposé à l'entrée, nous avons imaginé qu'il pouvait s'agir d'une boulangerie. Alors, vous allez être un peu déçus quand je vais vous montrer à quoi ressemble un four domestique, puisque, en fait, ce sont ces parties-là. Il s'agit
de vestiges circulaires en terre cuite avec des ébauches de parois qui en fait étaient formées un arrondi. Donc vous avez un four ici dont il ne reste que la sole, c'est-à-dire la partie horizontale sur laquelle on pose les aliments à cuire. Un deuxième qui est ici et un troisième qui commence dans la paroi et qui devait se poursuivre vers le nord. On voit toujours ici toutes les strates qu'on avait déjà vues tout à l'heure et la présence de la boulangerie et du grenier à blin et du grenier à blé correspond à peu près au 3e tiers du 1er siècle, c'est-à-dire on peut dater entre 60 et 100, on va dire, pour simplifier. Alors sur l'image précédente, on voit bien ici les niveaux de chaussée. Donc ici nous sommes sur la rue. Vous avez alors là aussi toutes les strates de chaussée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on refait la chaussée, ça correspond en fait à une réfection de maison à peu près. Donc vous avez toutes les strates de chaussée ici. Ici un grand creux qui correspond à la présence d'un mur dont les pierres ont été récupérées. Donc en fait il reste un mur en négatif. Et voilà la probable boulangerie. Alors il y a des taches de parties plus carbonisées qui correspondent à des incendies, car toutes ces maisons, tous ces bâtiments qui étaient entorchis en argile et avec des toitures en matériaux périssables subissaient très très fréquemment des incendies. Ce qui arrange beaucoup les archéologues parce qu'un mur en argile qui n'est pas cuit ne se conserve pas et un mur en argile qui subit un incendie apparaît tout de suite aux yeux d'un archéologue. Alors là, je vous ai montré une image qui peut vous faire comprendre un petit peu à quoi ressemblaient ces fours. C'est en fait un bas-relief qui vient d'Italie, c'est la stèle funéraire d'un boulanger. Donc en fait vous avez ici la sole du four, et le four c'est une sorte d'igloo dont on pouvait fermer ou non l'ouverture de manière à moduler l'intensité de la cuisson. Donc le principe c'est d'amener des braises à l'intérieur, de bien chauffer les parois. Quand le four est bien chaud, on retire les braises, on enfourne le pain ou ce qu'on veut faire cuire et on obture en partie l'ouverture. Donc nous, ce qu'on trouve, c'est la sole circulaire et parfois des toutes petites parties de parois, mais on n'a jamais trouvé une structure conservée de la sorte, malheureusement. Alors, je vais développer un petit peu la découverte de la rue, car c'est une découverte très importante. Vous avez ici un plan schématique de Lutèce qui a été fait en partie avec les découvertes anciennes du 19e et jusqu'à présent une théorie prévalait qui montrait le plan de Lutèce comme étant un plan très très régulier, comme on peut l'imaginer à Rome ou à Ostie, avec des rues qui sont coupées à angle droit, le tout selon un schéma bien établi. Or, la rue de la place de la Sorbonne ne s'intègre pas très très bien dans ce schéma. Et c'était une découverte donc intéressante puisqu'elle remet en question ce schéma directeur un peu rigide de l'urbanisation de Lutèce. Et cela montre qu'il y a des rues qui sont vraiment en angle droit, nord, sud et est-ouest. Et puis il y a des petites rues qui sont un petit peu obliques, un petit peu dans tous les sens. On voit ici le tracé théorique où aurait dû passer la rue et le tracé tel qu'il a été découvert en fouille. Donc ça nous rappelle toujours que les fouilles archéologiques nous donnent parfois des renseignements qui sont un petit peu différents des théories qu'on peut tirer des schémas venus d'Italie. Donc vous voyez, la rue est ici. Alors, l'hypothèse était soit cette rue existe quand même et la rue de la Sorbonne est une rue adjacente, une rue moins importante. Ce que je ne pense pas, parce que cette rue est créée au 1er siècle, elle a au moins une dizaine d'états de réfection, elle est encore là au 4e siècle, donc c'est donc une rue importante, ce n'est pas une rue qui aurait pu être abandonnée. Et donc si la rue de la Sorbonne existe vraiment sur cet axe-là, on peut penser que cette rue-là n'existe pas, car elles sont beaucoup trop rapprochées pour permettre un îlot, une insula d'habitation entre les deux. Alors cette rue-là est connue,
Elle est supposée exister parce qu'elle correspond à une des sorties latérales du forum. On pourrait imaginer qu'elle s'arrête ici et que la rue de la Sorbonne descend, la rue qu'on a découverte, place de la Sorbonne, reprend le flambeau pour descendre vers le Decumanus. Alors voilà la rue telle qu'elle a été trouvée. Cette rue, elle varie donc entre le 1er et le 4e siècle, elle va varier de largeur, de composition, parfois elle a des trottoirs, parfois elle n'en a pas, parfois elle a des fossés, parfois elle a des galeries, mais l'axe principal est toujours le même. On peut dire que cette rue, elle est créée à la fin du règne d'Auguste, entre le règne d'Auguste et le règne de Tibère, d'après le mobilier qui a été trouvé dans les premiers états. Alors voilà la rue telle qu'elle est apparue tout au début. Donc vous voyez, vraiment tout près du niveau actuel. On voit assez mal parce que la lumière était un petit peu forte. Et vous avez cet empierrement ici et un alignement de pierres qu'on devine qui correspond à la bordure occidentale de la rue. Donc l'autre côté de la rue, il est en biais, il passe sous le terre-plein central. Alors voilà un autre état un peu flou de la rue. Donc là on est dans l'autre sens et cet état-là de la rue, il est plus ancien et toujours délimité par un empierrement. Et vous avez là, ici, une petite trace de trottoir. Encore un autre état de la rue, vous voyez que l'on s'enfonce petit à petit, toujours un alignement de pierre. Et là, on n'est plus dans les niveaux de rue. Donc cette rue, nous l'avons repérée jusqu'au IVe siècle, même si nous n'avons pas de bâtiment qui correspond à cette époque-là. La rue, nous avons eu le dernier état. Et nous pensons avoir même un état de chaussée médiévale qui reprend cet axe-là. Alors justement, pour les états plus tardifs, je n'ai pas grand-chose à vous montrer, à l'exception d'une cave, puisque les niveaux de rez-de-chaussée étaient au-dessus du niveau actuel, nous n'avons que les niveaux souterrains. Donc nous avons trouvé une cave du IIIe siècle, et vous voyez, toute la difficulté de l'archéologie se retrouve ici. Vous avez ici, là, un dallage qui doit dater de 10 avant Jésus-Christ, et une cave qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ, et tout ça est au même niveau. Donc parfois une difficulté de dater et d'interpréter. Alors voilà la cave. Donc une cave, on va dire une pièce souterraine, puisque les archéologues n'aiment pas trop le terme de cave, qui est un peu restrictif. Une pièce souterraine de grande dimension, si l'on en juge par l'épaisseur du mur et par la largeur de ce mur-là, qui a subi plusieurs états. Vous avez ici une niche, et là, la présence d'un escalier, qui après, le mur a été muré, l'escalier a été déplacé, et malheureusement, au moment où nous devions la fouiller, il y avait un service de la ville de Paris qui devait venir terrasser la cave, et c'est à ce moment-là qu'il y a un égout qui a crevé juste rue Monsieur le Prince, juste à ce moment-là, et nous n'avons jamais pu aller au fond de cette cave. Donc il en reste un petit peu pour les suivants. Alors je vais vous montrer un petit peu de mobilier. Alors voilà une pauvre tête de Rhésus. Je vous ai montré voilà un vrai Rhésus. Donc le Rhésus, c'est un petit personnage riant qui est entre l'enfant et le vieillard, et qui est très très souvent représenté, qu'on retrouve sur les autels domestiques dans les maisons. Et voilà donc le pauvre Rhésus qu'on a retrouvé place de la Sorbonne. On distingue quand même ses yeux, son nez et sa bouche. Mais visiblement, il a passé beaucoup de temps dans l'eau, il est très abîmé. Donc voilà, un vrai Rhésus. Et alors, on a trouvé plusieurs fibules. Donc voilà, ici, une fibule qu'on appelle en queue de paon, qui n'est pas encore restaurée. Et voilà une planche de dessin où il y a toutes les fibules. Donc une fibule à arc triangulaire, des fibules à arc plané, la fibule que vous venez de voir, et une fibule qu'on appelle filiforme, qui est une imitation des formes de la gauloise. Donc tout du mobilier du 1er siècle, après Jésus-Christ. Et une découverte intéressante, c'est une espèce de chandelier en bronze. Et alors plusieurs objets en bronze. Vous avez ici une sorte de petit tenon qui devait servir de serrure, puisque ici vous avez un petit loquet qui tourne.
et une boucle de ceinture. Donc un mobilier assez pauvre, mais ce qui n'a rien d'étonnant si l'on considère que l'on est dans une zone artisanale et commerçante, et pas sur une parcelle où il y a un habitat luxueux. Donc ça n'a rien d'étonnant que le mobilier retrouvé soit assez simple. Alors la conclusion de cette fouille, c'est que on a toujours un peu schématisé l'occupation de Lutèce et imaginé que tous les habitats les plus luxueux étaient près du centre et qu'au fur et à mesure qu'on s'écartait du centre, on tombait dans des quartiers plus populaires et plus artisanaux. Là, on est à quelques mètres du Forum et à quelques mètres des thermes de Cluny et des thermes du Collège de France, et on a un grenier à blé, une boulangerie. Donc le tissu urbain est quand même beaucoup plus mélangé qu'on l'imaginait, et l'artisanat et le commerce ne sont pas systématiquement rejetés en périphérie. Alors là, je vais passer à une autre fouille. Donc on quitte le 5e pour aller dans le 6e. C'est une fouille qu'a réalisée Philippe Marquis, un autre conservateur de notre service, au Sénat. Alors, voilà, l'entrée du Sénat, donc ça a eu lieu rue de Vaugirard. Alors là, je vais prendre des notes parce que je maîtrise moins ces informations. C'est une fouille qui a eu lieu en 2002 et qui a eu lieu en raison de travaux qui affectaient le musée du Sénat. Alors sur les plans anciens, on voit ici, la fouille se situe à cet endroit-là, et c'est un emplacement que Marie de Médicis voulait y fonder une congrégation bénédictine Notre-Dame du Calvaire. Elle a donc racheté toutes ces maisons-là et créé le couvent des Filles du Calvaire. Alors ce couvent, je pense qu'on le voit. Donc voilà les maisons qui ont été rachetées par Marie de Médicis pour fonder son couvent. Ce couvent est devenu par la suite une caserne après la Révolution. Et après, l'actuel musée de l'Orangerie a été construit en 1886 sur les restes de ce couvent. Alors, encore un petit retour au plan de Lutèce pour vous situer à peu près où nous sommes. Voilà la rue de Vaugirard, et voilà une des voies supposées, un des décumanus supposés. Nous nous trouvons exactement ici. Donc il y avait un enjeu de savoir si les vestiges étaient orientés sur la rue de Vaugirard ou sur ce possible décumanus. Alors c'est une fouille qui a été assez rapide, elle a duré 2 mois. Vous voyez donc des archéologues au travail, en train de dégager des sols et des murs. Vous avez la rue de Vaugirard qui est juste là. Et en fait, il apparaît assez vite que les bâtiments sont orientés sur la rue de Vaugirard. Et nous sommes en présence d'une habitation qui a aussi subi, je crois, 5 ou 6 états de réfection. Et vous avez ici donc la maison qui est orientée nord-sud, qui va jusqu'à la rue de Vaugirard. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici une galerie. Beaucoup de maisons de Lutèce avaient, à partir de la fin du 1er siècle, des galeries de façade. Voilà un exemple de mur sur Solin. C'est un mode de construction que l'on a au 1er siècle et au 2e siècle, c'est-à-dire qu'on fait un petit mur bahut en pierre, et sur ce mur, on élève une cloison en torchis. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce mur, il y avait une colonne en remploi. Alors, autre intérêt de la fouille, c'est le prélèvement de nombreux fragments de peinture murale qui sont actuellement en cours de remontage et de restauration dans nos laboratoires de Bercy. Vous voyez ici apparaître la peinture, et les spécialistes de la peinture vont donc passer avec minutie un temps fou à recoller les morceaux, tous ces petits morceaux qui sont prélevés là. Autre découverte sur le site, un four de verrier du 2e siècle. Donc nous avons pu recueillir un certain nombre de fragments qui correspondent aux parois du four. Vous avez ici donc un mélange de maçonnerie de four et de verre fondu. Et de nombreux fragments de verre qui provenaient de ce four. Malheureusement, la fouille était assez limitée en surface, donc nous avons eu beaucoup de difficultés à situer ce four par rapport
au réseau de rues et par rapport à l'habitat. On n'a pas fait le lien entre l'habitat et la rue. Et alors une belle découverte, donc une coupe sigillée pratiquement intacte, c'est ce qu'on appelle un Dragon d'Or 29 pour les connaisseurs. C'est une coupe qui a été fabriquée en Gaule du Sud dans les ateliers de la Groufzank et qui date sans doute de la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il y a un décor assez classique qui représente un décor de chasse avec un chien qui poursuit un sanglier et ici un chien qui poursuit un lièvre. Alors, je vais maintenant passer à la fouille de la rue Valette, donc du collège Sainte-Barbe. Voilà, alors de nouveau un petit rappel de Lutèce. Donc vous avez toujours ici le forum, le Cardo, les thermes du Collège de France, et donc la rue Valette se situe à peu près à cet emplacement-là. Louis le Grand et le Collège Sainte-Barbe. Donc la fouille s'est déroulée dans la cour à l'occasion de la construction d'une bibliothèque universitaire. Je vais vous donner des renseignements plus précis. Donc c'est un projet qui fait partie du plan U3M, Université du 3e millénaire, donc un projet de bibliothèque universitaire, et dans le sous-sol des réserves pour la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ça, c'était l'origine du projet. Je ne sais pas où on en est exactement de ces réserves. Alors, donc, nous avons fait des sondages préliminaires dans la cour, et c'est là que nous avons découvert que les niveaux antiques étaient situés entre -2 et -3 et -5 mètres. Donc, il y a eu une fouille de sauvetage qui s'est déroulée pendant 10 mois, ce qui est assez long, et qui s'est terminée l'année dernière. Alors voilà le plan du quartier avec des parcellaires anciens et le collège. Vous avez la rue des Sept Voies qui est la rue Valette, donc qui descend du Panthéon, la rue de Reims qui a disparu mais qui séparait la bibliothèque Sainte-Geneviève du collège Sainte-Barbe actuel, la rue du Four qui a aussi disparu, la rue d'Écosse qui subsiste à l'état d'impasse et la rue Chartière ici. Donc on voit le collège actuel qui est en gris. Et nous avons implanté des sondages de manière à tomber, si possible, dans la cour du collège actuel et dans des parties qui n'étaient pas construites, parce que tous les traits que vous avez en rouge ici, c'est le parcellaire de Vassereau et ce qui indique les maisons qui existent encore au XIXe siècle. Et c'est grâce à ces sondages préliminaires que nous avons vu l'épaisseur des niveaux antiques et que cette fouille a été décidée. C'est une fouille qui a été faite en collaboration avec l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche d'archéologie préventive. Et voilà un résumé de toutes les découvertes. Je vous montre ce plan pour vous montrer la difficulté de cette fouille et la succession des occupations qui vont du 1er siècle au 19e siècle et la très grande difficulté que nous avons eue à discerner parmi toutes ces murs, ces fosses et ces vestiges à quels états appartenaient chacune des découvertes. On distingue au milieu principalement les vestiges d'un collège qui n'est pas si ancien, qui était juste avant le collège actuel construit par l'Heureux. C'est un collège qui a été construit en 1840. Voilà une vue générale de la fouille. Donc vous avez ici le mur aveugle qui est le mur de la bibliothèque Sainte-Geneviève et le collège actuel, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc nous avons excavé pratiquement la totalité de la cour jusqu'au préau qui est juste à cet emplacement-là. Alors voilà, l'un des parcellaires qui a été établi entre le collège des frères Labrouste qui date de 1840 et le collège de l'architecte Lheureux qui date de 1880. Donc vous avez en gris toute une aile du collège de 1840, donc de Labrouste, qui a disparu et que nous avons retrouvé en fouille. Et le collège actuel est ici.
Alors ça, c'est une vue optique assez amusante du collège de l'Heureux. Vous avez donc la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui était encore le collège Sainte-Barbe, le collège Sainte-Barbe actuel, et la rue Valette qui descend. Donc en fait, il a été... maintenant, le collège Sainte-Barbe s'arrête ici. Et le lycée Louis-le-Grand, qui est juste derrière. Il y a une publication assez complète. À l'époque, le collège Sainte-Barbe était une grande innovation technique et hygiéniste. Donc il y a tout un développement autour des sanitaires, du réfectoire et des dortoirs qui est assez amusant. Et ça, c'est une vue du collège de la Brousse. Donc ça, c'est une vue qui est totalement à l'opposé. Vous avez ici Saint-Étienne, la rue Valette qui descend, donc là, et vous avez là la rue de Reims qui a disparu après la construction du collège de l'Heureux, justement. Donc à l'époque, le collège Sainte-Barbe, c'était ce collège ici, qui deviendra la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il rachète le collège de Reims, qui s'appelait donc cette partie-là en 1809, il me semble, et tout ça devient un énorme collège qui va perdurer jusqu'à la construction du collège de l'Heureux en 1880. Donc la rue de Reims, qui est ici, a disparu, et la fouille que nous avons réalisée est à peu près ici. Alors voilà, pour l'anecdote, les premiers murs du collège de 1840 que l'on a trouvés. Donc des murs énormes qui ont été très bien conservés et qui ont servi, donc une pierre a été choisie par le recteur de Paris pour servir de fondation à la nouvelle université des Grands Moulins, donc un geste très symbolique du passage de l'université de la rive gauche à l'université nouvelle. Alors ça, c'est un peu anecdotique aussi, c'est pour vous montrer que dans cette fouille, en archéologie, même quand il s'agit de périodes récentes, on trouve toujours des vestiges qui ne sont pas sur les plans. Donc là, nous avons trouvé un espèce d'escalier souterrain qui rejoignait le collège de 1840 au réfectoire. Il faudrait que je vous remonte sur le plan. C'est un escalier qui passait d'une aile à une autre, qui n'était sur aucun plan. Donc nous avons essayé d'aller le plus loin possible pour savoir s'il n'y avait pas de risque d'effondrement de la partie centrale de la fouille. En fait, c'était plus par crainte d'effondrement que par curiosité. Alors voilà, vous avez ici le plan de Vassereau qui vous montre la rue de Reims, la rue des Sept Voies, donc la rue Valette, et la rue du Four, la rue d'Écosse. Et donc en rouge, vous avez l'implantation de la fouille. Donc on voit que tous les murs qu'on a trouvés s'intègrent parfaitement avec le collège de 1840. Et vous avez dans cette partie-là les vestiges médiévaux que je vais vous montrer par la suite. Alors encore des plans, beaucoup de plans aquarellés du 18e qui montrent toujours les bâtiments du collège avec deux parties en jardin. Et nous espérions beaucoup tomber sur ce jardin car ça aurait signifié que les vestiges étaient intacts, mais malheureusement ce site était quand même très abîmé. Vous avez ici l'énorme mur du collège qui donnait sur la rue de Reims. Et voilà alors encore un résumé de ce qu'est l'archéologie parisienne. Vous avez le mur de 1840 qui repose directement sur un sol en argile du 1er siècle. Donc un résumé impressionnant de la chronologie de Lutèce. Alors voilà, sur le plan de Turgot, vous avez toujours la rue Valette, la rue de Reims, la rue Chartière, la rue du Four. Donc c'est ici, le collège de Reims est ici. Car le collège Sainte-Barbe, jusqu'en 1809, s'appelle le collège de Reims. Et vous avez ici le véritable collège de Reims qui va changer de nom par la suite. Alors encore, je vais passer peut-être un peu vite sur le parcellaire de Berthy. Et on va un petit peu remonter le temps. Donc maintenant, nous rentrons dans la période du collège de Reims, c'est-à-dire entre sa fondation, donc 1412, et son rachat par le collège Sainte-Barbe de 1809. Nous avons un collège qui va durer pendant plusieurs siècles et dont on ne connaît pratiquement rien,
puisqu'il n'y a pas de source, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de plan. Donc je vais vous montrer très rapidement les quelques vestiges qu'on en a trouvés. Donc nous avons trouvé une latrine, vous me dites si je suis... je vais pas regarder l'heure. Donc une latrine et des sols qu'on a beaucoup de mal. Alors voilà, c'est un petit sol qui est caractéristique du XVIe siècle, en petites briquettes émaillées. Il faisait 3 mètres de surface. Et ce sol, on peut le rattacher à aucun mur, à aucun état. Donc c'est un grand mystère. Voilà, donc le sol de briquettes. Dessous, vous avez un autre sol, qui est un sol en plâtre, qui est, de par sa nature, devrait être plutôt du 14e ou du 15e, mais on ne peut pas en dire plus. Et dessous, de la terre à jardin. Alors il faut savoir qu'avant d'être le collège de Reims, nous avions à cet emplacement un hôtel de Bourgogne, l'hôtel de Bourgogne qui existait avant la création de l'hôtel de Bourgogne qui est actuellement, qui a été par la suite rue Étienne Marcel, et donc qui reste la tour Jean-Saint-Paul. Donc cet hôtel de Bourgogne, il est attesté entre 1380 et 1412, et les quelques restes que l'on en a, ce sont donc des sols en plâtre et d'autres... Alors là, nous sommes encore dans les vestiges du 16e, 17e. Ça, c'est du mobilier qui a été trouvé sur place. Vous avez donc des tirelires, très caractéristiques de cette époque, des tirelires en grès, des petites coupelles, un pot de fleurs et une lampe à huile. Alors, encore un petit plan quand même. Ça, c'est le plan le plus ancien que l'on connaît du collège de Reims. Il est ici, avec un bâtiment sur la rue Valette, un bâtiment sur la rue Chartière et une grande cour au milieu. Et vous avez donc aussi le collège Coqueret, parce que vous savez que dans cette partie, il y avait tous les collèges qui ont été créés à la suite de la fondation de la Sorbonne. Encore un plan. Et alors, celui-ci est intéressant, car nous avons retrouvé des petits bâtiments du 14e que l'on était tenté d'identifier avec ces petites constructions, puisque le principal, là nous sommes plus dans le collège de Reims, mais sans doute dans l'hôtel de Bourgogne, avec un corps de bâtiment principal et des toutes petites constructions. Et vous allez voir qu'on a trouvé encore un plan. Alors ça, c'est un plan intéressant, c'est le plan de la gouache qui est sans doute le plus précis. Vous voyez l'écriture étonnante de l'hôtel de Reims, de Sainte-Barbe et de Coqueret. Et de Saint-Hilaire, n'a pas changé. Alors voilà le plan des vestiges du Moyen-Âge tels qu'on les a trouvés. Alors, c'est assez pauvre, c'est donc toutes les parties qui sont en rouge. Vous avez donc une latrine, un mur, un bâtiment qui a été identifié comme une pile comme une fondation de tour ou d'escalier, et 2 petits bâtiments en construction en plâtre que nous étions tentés d'identifier par rapport au petit bâtiment du plan que je vous ai montré, et encore une latrine ici. Alors voilà la fondation d'escalier, probable. Une vue d'ensemble. Vous avez ici les 2 latrines médiévales qui sont... L'autre est cachée par la bâche. Et vous avez ici les 3 petits bâtiments en construction en plâtre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous les voyez ici. Donc ce sont des toutes petites pièces qui font environ 2 mètres sur 2. Vous avez l'escalier qui est très très bien conservé ici. Un autre escalier, donc quelque chose d'assez stéréotypé. Un escalier, une pièce, un escalier, une pièce. Un autre escalier ici. Avec des constructions très très fragiles, puisqu'il y a quelques moellons. Et le tout est lié au plâtre, donc de très très mauvaise qualité. Vous voyez beaucoup de plâtre, ce qui est des caractéristiques de la construction à l'époque médiévale. Et voilà les détails. Encore des détails. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des graffitis, beaucoup de graffitis sur ces murs. Et on en a, je vous en montre un, donc on voit un petit personnage en robe avec deux jambes qui sortent, et puis beaucoup de traits de comptable. Alors, sur ces parois, ce qui était assez amusant, c'est qu'il y avait une imitation de faux appareils. Vous voyez la très médiocre qualité des surfaces des murs. On n'est plus du tout dans la peinture antique. Et malgré tout, malgré le mauvais aspect de ces surfaces, ils ont quand même fait l'effort de faire de faux joints pour imiter un appareil de pierre. Et là,
des espèces de traits que l'on a identifiés comme des traits de comptage, de stock, de grains ou de je ne sais quoi, car on pensait que ces petites caves servaient à stocker des denrées. Alors, deux découvertes intéressantes, ce sont des monnaies en or royal qui datent de Louis VIII. Donc là, on revient dans le XIIIe siècle. Donc on a trouvé 4 monnaies en argent, pardon, qui sont à l'enseigne de, je ne sais pas si on voit là, donc de Ludovic Rex. On voit le Ludovic Rex ici. Et voilà les fameuses latrines. Donc ces latrines, il y en avait 3 au total. Elles étaient recouvertes par donc un sol, et il y avait 2 accès de descente. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc là, on a ouvert le couvercle, si je puis dire, et elles étaient assez bien fabriquées puisqu'il y avait 2 arcs de décharge qui permettaient de soutenir les parois, et un autre arc, donc le tout assez bien construit. Et dans ces latrines, nous avons trouvé, alors là je vous montre comment on a fouillé les latrines, donc c'était pas du tout à la truelle, mais c'était à la pelle mécanique, car elles étaient extrêmement profondes. Et on a trouvé, donc voilà, nous ne sommes pas encore au fond, donc on était vraiment en limite de sécurité pour les fouiller, c'est pour ça que nous avons fouillé à la pelle mécanique. Et donc il y avait beaucoup de mobilier dans ces latrines, que je vais vous montrer, donc là toujours la fouille. Voilà l'autre latrine. Et alors, dans un remploi de mur, nous avons trouvé une tête de statue que on pense qu'elle provient de la chapelle de l'hôtel de Bourgogne. C'est une statue de prophète, on voit encore donc avec une barbe, de longs cheveux, et un rehauts des grosses peintures qui sont encore en place. Et autre élément qui montre que l'hôtel de Bourgogne était une maison royale, un carreau de pavement avec l'enseigne d'un léopard. Voilà, une toute petite surface qui reste du dallage de la cour de l'hôtel de Bourgogne. Alors, pour l'hôtel de Bourgogne, je vais vous donner quelques détails. Hein. C'est un hôtel qui a été donné par le roi au duc de Bourgogne en 1364. Et donc le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, a fait de nombreux travaux et après l'a légué à son fils et a été s'installer sur la rive droite. Et donc Jean sans peur s'est très vite débarrassé de cet hôtel car il a été s'installer dans l'hôtel dont subsiste la fameuse tour Jean sans peur. Et il a vendu à ce moment-là l'hôtel de la rive droite aux écoliers de Reims pour fonder l'hôtel de Reims. Donc voilà, vous voyez qu'on a raisonné sur de toutes petites surfaces. Là, on doit avoir à peu près 3 mètres carrés de dallage. Et voilà quelques objets. Alors là, provenant d'une latrine, un pichet intact du 14e. Un autre pichet qu'on appelle très décoré avec des rehauts de pastilles. Et voilà toute une série. Donc la céramique qui vient de ces latrines est en cours de restauration. Vous la voyez là tout un peu scotchée. Et ça, c'est un ensemble qui est plus prestigieux, qui vient du Louvre, mais qui est de la même époque. C'était pour vous montrer un peu les pendants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des objets en quantité très importante, et toujours les mêmes. Donc une série de poêlons et une série de lampes à huile. Ce que vous avez là, ce sont des petites lampes à huile. Et les poêlons, c'est ce modèle-là, donc toujours du XIVe siècle. Un coquemar, qu'on appelle flammulé, donc toujours du XIVe, et cette chose assez grossière, c'est un cuvier en céramique flammulée, donc avec un décor qui rappelle un petit peu le décor des murs, donc quelque chose d'assez simpliste. Je vais passer assez vite sur la période du Haut Moyen-Âge. Donc nous avons trouvé 3 tombes qui pourraient appartenir au cimetière de Sainte-Geneviève. Donc je vous montre on a trouvé ça du côté de la rue Valette, donc le plus proche de la nécropole de Sainte-Geneviève, puisque nous sommes là au collège. Et voilà toutes les tombes qui ont été trouvées au XIXe siècle. Donc on peut penser que la limite de la nécropole de Sainte-Geneviève passait exactement en limite du collège Sainte-Barbe. Donc on attribue à cette nécropole les 3 tombes que l'on a trouvées. Et nous avons eu de la chance car nous avons trouvé dans une fosse 3 vases intacts de l'époque mérovingienne. Donc 2 de ces vases sont déjà au musée Carnavalet.
Et là, ils sortent de terre. Vous voyez, ils étaient intacts. Et on voit là le décor typique à la molette de la période mérovingienne. Donc voilà les deux tombes. Et je vous montre ici une photo assez anecdotique où on voit les niveaux gallo-romains qui ont été recoupés de tous les côtés par cette terre à jardin qui était à l'intérieur de l'hôtel de Bourgogne. Et ce qui est intéressant, c'est tous ces trous. On a pensé qu'il s'agissait de deux terriers de lapins, et à l'époque, le lapin est un élément qui est chassé par les personnages royaux, et il pourrait s'agir d'une garenne personnelle qui aurait été installée dans l'hôtel de Bourgogne. Donc, ces trous étaient quand même très intéressants. Et là, on arrive directement... donc, vous avez ici la terre à jardin de la soi-disant garenne royale. Et tout de suite, on est sur la démolition du IIIe siècle. Vous voyez la peinture rouge qui apparaît un peu partout, avec un très beau sol en béton romain du IIe, IIIe siècle. Alors voilà un autre exemple de stratigraphie. Vous voyez que tout est beaucoup plus large et plus haut que place de la Sorbonne. Là, chaque couche fait à peu près 50 cm. Et là, on va ici du début du 1er siècle, et ici on est au 4e siècle, et tout ça, ça fait presque 3 mètres d'épaisseur. Donc un très fort remblaiement. Voilà un autre exemple de stratigraphie avec des sols très très bien conservés, un dallage, et le niveau le plus haut qui est daté avec beaucoup de précision, car nous avons trouvé un petit trésor monétaire dans le dernier état de construction. Et ce trésor monétaire nous indique, nous donne des monnaies de Constance II, et nous pouvons le dater avec précision de 330-350. Donc il semblerait que la dernière occupation du site date du milieu du IVe siècle. Alors un retour sur Lutèce, avec la situation de Sainte-Barbe qui est ici, et les termes du Collège de France, donc qui sont vraiment très très proches. Alors c'est très étonnant parce que là on est place de la Sorbonne où on est tout près du sol actuel, et là à quelques centaines de mètres on a 5 mètres de dénivelé, donc cela prouve qu'il y a encore toute une étude à faire sur la situation, le profil de la colline. Alors là une vue générale du site que je voulais vous montrer, car on a fait une découverte très intéressante rue Valette, qui est un four à chaux qui apparaît ici. Donc un four à chaux, c'est un four où on brûle de la pierre pour fabriquer de la chaux. Un petit sol en béton. Voilà encore une belle stratigraphie. Celle-là, elle est très importante parce que le sol qui est ici, c'est à l'intérieur de ce sol que nous avons trouvé les monnaies du IVe. Donc on pense qu'il y avait à l'emplacement de Sainte-Barbe un très grand bâtiment du IVe siècle qu'on n'arrive pas du tout à identifier ni à préciser, mais qui est daté avec précision puisque les monnaies c'était vraiment un plaisir d'archéologue. Elles étaient situées entre deux cailloux dans ce sol, donc il n'y a aucune ambiguïté sur la datation. Et donc ce sol est très important, il fait presque 40 cm d'épaisseur, donc c'est forcément un grand bâtiment civil, un palais, une basilique, ou enfin tout ce qu'on peut imaginer. Pour l'instant, on est en train d'essayer de préciser un petit peu cette occupation. Mais ça renouvelle beaucoup l'idée qu'on se fait de Lutèce au IVe siècle, puisque la plupart du temps, nous avons un abandon des maisons et des habitations. Et là, nous avons au contraire une reconstruction de toute la parcelle entre 330 et 350. Alors, encore une stratigraphie, je vais avancer un petit peu. Donc voilà le four à chaux qui apparaît, un très très gros four à chaux, avec la banquette sur laquelle on faisait une pile de moellons, très très haut puisqu'il devait venir jusqu'à cette hauteur-là. Et voilà ce qu'on appelle l'alandier. Donc on faisait le foyer à cet emplacement-là. On poussait les braises pour activer la chaleur. On fermait le tout et la cuisson se faisait sur plusieurs semaines pour fabriquer de la chaux. Alors là vous avez donc l'intérieur du four. Alors là aussi un raccourci assez émouvant puisque vous avez là le mur du collège des frères Labrousse, donc 1840. Et directement dessous, vous avez le four à chaux qui a été daté avec précision du dernier tiers du IIIe siècle. Donc là aussi, on passe du IIIe au XIXe siècle. Vous voyez l'aspect très très blanc qu'ont pris les pierres parce qu'elles ont été brûlées. Et par contre, le liant de ces pierres qui était du sable de Beauchamp, donc très jaune, est devenu rouge brique sous l'action de la chaleur. Et là, vous avez toute la chaux qui s'est déposée ici.
Donc vous avez sur cette banquette toutes les pierres qui se sont effondrées et à la fin on ramasse la chaux qui est au fond. Alors on a fait une tentative de conservation qui n'a pas abouti. Voilà le four totalement dégagé. Le mur qui est ici, c'est un mur du 19e, parce que vous avez ici le départ de l'Alandier. Et vous avez par contre ce qui était très bien conservé, c'est donc la voûte de l'Alandier. L'Alandier, c'est donc le conduit de la chaleur qui va du foyer à la chambre de chauffe. Donc le foyer devait se tenir à peu près ici, puisqu'on a des traces de mur jusqu'ici. Et il a été bouché, mais on a vraiment le départ de la voûte, la voûte était presque intacte. Alors un petit schéma fait par Adam pour vous montrer comment fonctionne un four à chaud. Donc vous avez le chauffeur qui est en bas qui fait sa cuisson, un empilement très important de moellons, de marbre ou de matériaux de récupération. Et donc après, la flamme fait son action et donc toutes les pierres qui sont ici vont se transformer en chaux petit à petit. Et vous avez le four qui est toujours appuyé sur une colline pour que l'on puisse accéder à la chambre de chauffe par le haut. Et voilà tout le remblai qui correspond à la colline que vous avez vue, sur laquelle était appuyé le four. Alors voilà une de ces fameuses monnaies dont je vous ai parlé. Ça c'est voilà Constance II et voilà Constant, je crois. Voilà encore quelques vestiges rapides que j'avais supprimés mais qui ont réapparu. Voilà une archéologue qui est en train de fouiller une salle à Hippocos et vous voyez que là aussi nous avons raisonné sur 1 mètre carré. Nous avons donc 1 mètre carré de salle à Hippocos. Donc on pourra difficilement en faire l'interprétation. Et là, alors la dernière découverte dont je vais vous parler, parce qu'après ce sera terminé, c'est donc une pièce souterraine que nous avons trouvée avec ce qui est assez rare, la peinture encore en place sur les murs. Donc vous avez ici le sol en béton qui est un sol du IIIe siècle, même si la différence avec le sol en béton du 19e n'est pas flagrante. Et vous avez l'élévation du mur, et vous voyez ici la trace de la peinture rouge typique de cette époque qui souligne l'encadrement de la niche. Voilà un détail. Et voilà la restitution de la peinture avec un exemple qui a été trouvé ailleurs. Et donc, voilà, là je suis désolée, mais j'avais supprimé toutes ces illustrations. Donc, je vais quand même vous montrer une peinture assez anecdotique mais intéressante qui est une peinture qui correspond sans doute à un escalier puisque vous avez une imitation de barreau et donc la frise qui d'habitude est horizontale, elle est ici en biais avec l'imitation de faux marbre en bas. Donc on en a conclu qu'on était dans un espace qui avait un étage. Vous avez ici un amas de peinture dont les fameux vestiges d'escalier ici. Voilà un autre escalier beaucoup plus raide. Et un exemple d'une peinture qui a été reconstituée sur un autre site pour vous montrer à quoi correspondent les bases de ces peintures qui sont des imitations des mouchetis qui imitent en fait du faux marbre. Voilà, puis on va s'arrêter là parce que tout ça j'avais encore en vitesse. Voilà. Je vais terminer par une peinture de restauration de la peinture murale. Voilà, ça ce sont les restauratrices qui sont en train de déposer la peinture de Sainte-Barbe et cette peinture a été emmenée et stockée dans le dépôt municipal de Bercy. C'est là où elle est actuellement étudiée et c'est pourquoi nous organiserons des visites pour voir cette peinture en cours de restauration.